Bonjour troupe, bienvenue au podcast Débat-toi. J'espère que ça va bien cette semaine. Cette semaine, je reçois de nouveau Steven Bilodeau, puisque le premier podcast avait planté, donc on avait parlé plus de sa vie dans la première partie. Voici la deuxième partie dans laquelle on parle beaucoup plus de stand-up, de ses objectifs, de sa façon d'écrire, de sa façon de fonctionner, sa façon de penser par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui s'est passé dans le podcast. Sinon, le podcast, c'est une présentation de Up and Down. Up and Down, c'est une compagnie de linge qui vient en aide, en fait, qui supporte le regroupement de la trisomie 21. Donc, à chaque fois que vous achetez un morceau de linge, il y a de 2 à 5 $ qui est remis au regroupement de la trisomie 21. Donc, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et un très bon podcast. Fait que moi, je voulais commencer par... parce que j'ai pas le choix d'écouter le podcast que j'aime pas faire, j'aime pas m'écouter parler. Là. J'ai écouté le podcast hier. Puis ce qui est ressorti beaucoup, c'est que t'as beaucoup réussi dans ta vie, tu sais. Oui. Le basket. On est-tu parti? Ouais, on est parti. Bonjour! Tu sais, il y a le basket. Après, t'as eu... tout ce qui est... Ben, tu sais, t'es allé vraiment haut dans le basket. Mm-hmm. Après, dans l'armée, t'étais un des meilleurs. Tu sais, à l'école, tu m'as dit que ça marchait bien, même si c'était peut-être pas tout le temps ton 100% que tu donnais. Puis, on n'a pas parlé de stand-up pantoute. Non. Comme quelqu'un qui... Admettons, j'enlève le nom puis l'intro, personne ne sait que t'es un humoriste, admettons. Oui. Fait que je voulais partir par... Est-ce que tu vises aussi haut en humour que toutes les autres choses que tu as accomplies dans ta vie, ou c'est vraiment juste un loisir? En fait, Mathieu, je sais pas... Je connais pas mes objectifs de deuxième carrière en humour. Je les connais pas du tout. Au même titre que je connais pas dans quoi exactement je m'embarque. Je savais une chose, je savais que faire de la scène allait m'apporter de l'adrénaline, ça allait me mettre en danger, que j'allais vivre des sensations fortes. Et à prime abord, c'était ça que je cherchais pour combler tout ce que j'ai pu dans le sport professionnel ou dans l'armée. Mais la job, je la découvre, puis je la découvre au fur et à mesure de mon parcours d'humoriste de la relève. Il y a des côtés qui sont très intéressants, puis il y en a d'autres qui sont très difficiles. C'est pas un secret de polichinelle que ça prend énormément de travail pour réussir, pour être pertinent, pour être drôle. Et au-delà de ce travail-là, il y a aussi un travail de marketing. Il y a un travail de se placer sur les réseaux sociaux. Il y a un travail de connecter avec ton propre public et de te renouveler. Je sais pas combien de temps que ça prend pour comment je pourrais dire ça? Pour avoir un fanbase qui te suit de façon religieuse, tu sais, sans être là à tous les jours, d'attendre que tu sortes du nouveau contenu, que quand tu sors du nouveau contenu, ils vont l'écouter. Ils vont signer présent, tu sais. Mm-hmm. Mais je vois que le booking en humour fonctionne beaucoup avec le nombre de gens qui te suivent. Puis c'est une relation cause à effet évidente avec la vente du produit. Exactement. Parce que souvent, c'est des petites soirées d'humour que tu veux remplir, mettons, un 50 places. Puis 50 places, ça a l'air de rien. On parle d'humoristes qui vendent 300 000 billets, mettons, mais 50 places sur un jeudi soir, c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le monde qui veut sortir de chez eux. Là, non, c'est vraiment pas facile. Vendre un billet est un défi. Vendre une salle, c'est une montagne. Et donc, au fur et à mesure que j'avance comme humoriste de la relève, je réalise que j'ai besoin d'être plus présent sur les médias sociaux. Donc, un de mes objectifs, surtout en 2022, c'est d'être plus présent sur les médias sociaux pour être en mesure d'aller chercher l'intérêt de fans d'humour, fans du type d'humour que moi je fais. Exactement. Puis est-ce que tu sais parce que j'aime pas poser la question quel style d'humour que tu fais, mais est-ce que tu sais vers où tu t'enlignes dans ton style? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes moi, personnellement, j'ai l'impression que je me cherche pas,
que je me suis trouvé dès le départ. OK. Que qui je suis dans la vie, c'est mon personnage de scène qui est un peu exagéré, donc un peu plus grossier. Mais je pense que j'ai trouvé rapidement c'était quoi mon personnage de scène, c'était quoi le style d'humour que je voulais pratiquer. Et je me plais là-dedans. Puis ça, c'est super important. C'est important d'être satisfait de ce qu'on fait, parce que c'est comme ça qui va te donner le goût de remonter sur scène. Oui, effectivement. Donc, mes objectifs, je pense que je les découvre au fur et à mesure. Comme je t'ai mentionné, un des objectifs de 2022, c'est de me faire découvrir davantage sur les réseaux sociaux avec du matériel, soit de la capsule humoristique, des podcasts ou des extraits de spectacles. OK, ouais. Et d'essayer un peu toutes les plateformes, puis d'aller vers les plateformes qui me sont les plus populaires à mon style d'humour à moi ou à mon public cible. Exactement. Puis, est-ce que tu as une image, admettons, en ce moment, tu es capable de bâtir une image où le genre de personne qui va aimer ton humour? Je te parle pas physiquement, là, je te parle vraiment comme... Parce que ça... Le groupe d'âge... Ouais, mettons. Ouais. Mais je le sais pas. J'ai l'impression que je touche un peu tout le monde, mais j'ai l'impression que je vais toucher davantage dans mes propos sarcastiques des gens qui sont un peu plus vieux en âge, un peu plus d'expérience de vie. J'ai de la difficulté à mettre un chiffre parce que je pense que tu as 21 ans, Mathieu. Ouais. Puis quand que je parle avec toi, j'ai l'impression que tu as la même maturité que moi. Donc, c'est difficile parce qu'il y a des jeunes qui sont plus matures, qui ont plus d'expérience de vie. Puis il y a des adultes qui sont immatures et qui ont probablement resté dans les mêmes tracks toute leur vie. C'est correct aussi. Sauf que j'ai l'impression que les gens qui vont me suivre, c'est des gens qui ont un peu plus de bagage, un peu plus de comment je pourrais dire ça? Ils comprennent plus le pourquoi tu as dit ça. T'sais. Qui vont essayer de chercher le pourquoi j'ai dit ça. Parce que chaque comportement est intentionné. Et si je fais une blague, c'est pas nécessairement pour dénoncer, mais c'est un propos qui pour moi, a un intérêt. Mm-hmm. Donc, il faut essayer de trouver l'intérêt par rapport à la blague ou... Puis des fois, ça peut être complètement superficiel, la blague, sans qu'il y ait une raison fondamentale, un intérêt. Être engagé, non plus. Exactement. Mais il y a une raison pour laquelle je l'ai bâti. Et puis des fois, c'est intéressant de savoir pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a dit ça. Puis ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Ouais. Donc, ça peut satisfaire quelqu'un qui... admettons que les propos seraient polarisants, ça pourrait faire plaisir à quelqu'un qui est à un spectre et plaire aussi également à l'autre personne qui est complètement à l'autre bout du spectre. Puis ça peut plaire d'une façon différente aussi. Là. Une joke peut tellement être prise de différentes façons. Que... Ouais. Fait que, mais j'aime ça répondre aux questions. Mettons que j'ai l'impression que je m'en vais vers un 30-65. OK. J'ai l'impression que je m'en vais vers là. Pas parce que ça ressemble à ça dans mes salles, mais c'est un feeling que j'ai que je m'en vais vers un groupe d'âge comme ça. OK. Puis t'es-tu satisfait, mettons, de ça, ou t'aimerais ça être encore plus large, plus grand public? Non. Je me suis dit que j'allais faire ce que moi j'aimais. OK. J'avais pas envie de me censurer beaucoup. Je le fais, comme à peu près tout le monde. Là. Je me censure un petit peu à certains égards, puis ça dépend toujours de la plateforme que je suis. Si je suis en salle et c'est pas enregistré, je vais m'en permettre un petit peu plus, et je vais voir jusqu'où je peux aller avec ce type de public-là. Exact. C'est de s'adapter au public à chaque soir aussi, là, parce que admettons quelqu'un qui est en tournée, ça fait 5 ans, puis c'est son deuxième show, le monde savent à quoi s'attendre. Quand ils sont dans leur salle, ils savent juste où ils peuvent aller. Mais là, toi, à chaque soir, il faut que tu t'adaptes à ta crowd. Oui. C'est quand même à moins que ce soit mon propre public. Exact. Mais ça, mettons, OK, qu'il y a des réguliers, mais si tu fais des soirées d'humour à Montréal, tout ça, mais c'est plus ton public pantoute. Non. Fait que faut que tu t'adaptes en partant à ça. Ça doit être dur. Non, c'est un défi qui est intéressant de savoir avec quelle blague je m'en vais aller performer ce soir. Et avec le milieu, on connaît un petit peu le genre de public qui se tient dans une soirée ou dans un autre. Exact.
Donc, on s'en va dans notre répertoire, puis là, on bâtit notre pacing en fonction de qu'est-ce qui pourrait... Moi, j'aime être un crowd pleaser. Là. J'aime ça, faire plaisir à ceux qui sont dans la salle. Donc, s'ils veulent entendre que les conservateurs, c'est des trous de cul, ben je vais leur dire que les conservateurs, c'est des trous de cul. Puis s'ils veulent entendre que demain matin, on a une chance de faire un pays avec le Québec, ben je vais leur dire qu'on a une chance de faire un pays avec le Québec. OK, t'es pas comme, admettons... Tu sais, j'ai pas beaucoup écouté Guillaume Wagner, mais je sais que Guillaume Wagner, lui, c'est fuck you. Là, il dit vraiment ce que lui... Il veut dire, puis si t'aimes pas ça, puis pour vrai, il aime quasiment ça que t'aimes pas ça, tu sais. Fait que t'es vraiment comme à l'opposé de ce genre de... Les gens sont là pour se divertir. Ça, c'est à la base, là, l'humour sert à se divertir. Va servir à d'autres choses pour les artistes également, mais moi, tant que j'ai du plaisir à faire les blagues, moi, ma portion à moi, là, est comblée. Après ça, il me reste à combler le public. C'est sûr qu'il y a des choses que je vais dire que les gens seront peut-être pas d'accord ou que je vais aller les chercher d'une façon ou d'une autre, mais rapidement, je pense que dans mon style d'humour, on comprend que je me prends pas au sérieux et c'est pas noir ou blanc avec moi. On est toujours dans le gris. C'est ça, comme un jour, tu peux dire une affaire sur je sais pas, moi... la pandémie, c'est l'affaire plus... Tu vas dire, Horatio, il a bien fait de partir, puis l'autre soir après, tu pourrais dire, ouais, non, c'est quand même triste là, qu'ils sont partis. Exactement, mais ma façon de le dire ou ma pensée à moi personnelle par rapport à mes propos peuvent être décelées dans mon propos, même si... Peu importe ce que tu vas dire. Exactement, je peux dire que... Je peux dire 2 fois la même chose, puis tu ne seras pas perçu de la même façon. Tu sais, dire « j'aime vraiment la bière que tu bois présentement » ou « j'aime vraiment la bière que tu bois présentement », on est capable de voir qu'il y a 2 intentions complètement différentes. Donc, je suis capable des fois de me faire plaisir en allant voir la réaction du public face à ce que je leur présente. Puis après ça, jouer avec ça. Ouais. Parce que c'est des variables avec lesquelles on peut facilement jouer. Oui, c'est ça. Puis, admettons, là, tu dis, je connais la crowd que je vais avoir dans, admettons, tu vas au jockey, puis tu fais comme, je sais, ce genre de crowd-là, c'est ça qu'ils vont aimer, puis c'est dans cette direction que je m'en vais asseoir. Admettons, tu arrives sur scène, c'est fuck all ça. T'es-tu capable de t'adapter directement, ou tu vas faire comme, oh fuck, ok, là, faut que je patine? Je me suis toujours arrangé depuis jour 1 pour jamais me planter sur scène. Okay. Ça, c'est une des choses qui est importante pour moi. J'ai envie d'aller là puis d'avoir une expérience positive, d'en sortir avec une émotion positive de mon set. Donc, je m'en irai pas à contre-courant parce qu'à la fin, même si j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait les blagues que moi j'aime, si j'ai pas la réponse du public favorable, c'est pas le même goût qui va me rester dans la bouche. Non, effectivement. C'est ça qui fait en sorte que tu veux pas remonter des fois. Je pense que ça dépend toujours où est-ce que l'artiste veut finir. Son beat, là. Oui, son beat. OK. Je pense que c'est important de savoir. Et serais-tu satisfait avec le fait que la moitié de la foule sont pas d'accord avec tes propos ou t'ont pris en adversion pour un propos ou pour un autre? Ou t'as eu un A à la place d'un rire, mettons. Bien, ça peut être interprété différemment. Un A, je vois pas ça négativement. Ouais, un A, je vois ça comme une réaction spontanée à quelque chose qui les a surpris. Ah, OK, ouais. Okay? Et avec un A, tu peux surfer. Tu peux aller un peu plus loin. Et c'est facile de renchérir sur un A. Là. C'est facile et c'est facile d'aller connecter avec le public avec un A parce que on va aller confirmer le A sert à quoi. Mm-hmm. Le A, c'est-tu le A, ça n'a pas de bon sens? Ou le A, il n'a pas dit ça? Ou le A, c'est drôle. On le trouve imbécile? Ouais, c'est ça. OK, ouais. Fait que tu es capable de t'adapter sur le spot. Là. Si tu vois, mettons, que ta première joke... C'est un de mes défis. Un de mes défis que je cherche toujours de m'adapter et de servir le mieux possible les gens qui ont payé pour venir voir un spectacle. Puis quand les gens viennent voir mon one-man show, je sais que c'est des gens qui veulent que je réussisse. C'est des gens qui veulent me voir évoluer. Ouais. Donc, c'est là où est-ce que je peux être 100% moi. Ouais. Sans me dénaturer parce que les gens ont souvent vu des extraits vidéo, là, connaissent ma personnalité. Exact. Donc, c'est des gens qui sont prêts à voir du Steven Bilodeau. Et tu sais, quand je te disais tantôt mes objectifs, éventuellement, d'avoir plus de fans, plus de gens qui me suivent
mes salles vont être de plus en plus remplies de gens qui comprennent ce genre d'humour-là aussi. Qui comprennent mon genre d'humour, qui savent où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Et je pense que ça va être de plus en plus favorable. Donc, quand on parle d'objectifs, un des objectifs, c'est d'avoir des salles remplies de gens qui me connaissent, moi personnellement, puis qui sont favorables au type d'humour que je fais ou dans quel spectre je vais faire mes blagues. OK, c'est parfait ça. T'aimes-tu mieux performer ton show à toi ou ton one-man show ou t'aimes mieux aller dans les bars? Parce que je sais que c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, dans ton show, tu arrives avec un public, on va dire, vendu, là, parce qu'ils sont là pour toi. Puis dans un bar, pas que t'es pas voulu, mais que t'es pas la personne attendue, mettons. À moins que tu sois le headliner, t'es pas la personne qui est attendue ce soir-là, vraiment. Fait que... Deux choses complètement différentes. Je pense qu'il y a plus de pression de performer dans ton propre spectacle que d'aller surprendre des gens qui ne te connaissent pas dans une soirée d'humour. OK. Je pense que c'est beaucoup plus facile de surprendre les gens que de convaincre les gens qui sont déjà fans de toi. Mm-hmm. OK, je comprends. Fait que de revendre, tu sais, en voulant dire, c'est pas péjoratif, mais tu as vendu ta salade une fois, mais là, c'est d'en vendre une meilleure. T'sais. Exact, parce que tu vas dans les soirées d'humour pour avoir des gens qui vont adhérer à ton humour, puis après ça, de les attirer vers ton propre spectacle pour avoir le 75 minutes complet. Mm-hmm. Puis tu penses-tu que le public a compris ça? D'aller dans des soirées d'humour pour découvrir des personnes, pour éventuellement aller voir leur one-man show, des one-woman show, des enfants de même. Penses-tu que c'est quelque chose que le public québécois a compris aujourd'hui? Ou comme tout le reste, on est je vais te parler comme client. Si moi, je découvre un artiste, je ne le connaissais pas du tout, il est extrêmement bon, la première chose que je vais vouloir dans ma tête, c'est « donne-moi en plus, j'en veux plus ». Ouais, exact, mais tu sais, nous, on le voit comme ça parce que moi, je le vois comme ça parce que je comprends, mais toi, tu le vois comme ça parce que tu es dedans. Mais admettons, en général, penses-tu que le monde, ils sont prêts à ça maintenant, de prendre le temps de sortir un jeudi soir, d'aller voir quelqu'un, puis si tu l'aimes, d'acheter son billet pour son one-man show? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Puis là, je le fais un billet à la fois, dans mon cas. Puis là, ça ne fait pas énormément de représentation que je fais de mon one-man show lors de la retraite a sonné, qui se veut un show évolutif. Donc, tu le vois, tu l'as vu, exemple, en juillet dernier. Tu vas le revoir en juillet 2022. Puis le show va avoir bougé. Combien de pourcentage, je ne sais pas, mais il y a des choses qui vont être déplacées. Peut-être la mise en scène va être différente. Certaines blagues qui vont avoir été enlevées du spectacle, d'autres qui vont avoir été ajoutées pour toujours un 75 minutes de stand-up. Ouais, qui est tête puis qui marche avec le temps aussi. Exactement. Puis dans mon style d'humour, je suis quelqu'un qui va quand même assez rapidement sur scène. Je suis pas quelqu'un qui va s'étirer. À la base, je suis un gars de liner, mais j'aime attacher les liners, j'aime créer des histoires. Et au travers de ça, il y a quelques anecdotes. Donc, ce qu'on parlait, c'est les spectacles d'humour en bar, en version tête d'affiche, ou les spectacles solo. Je pense que ça prend des deux. Je pense que ça prend des deux parce que tu vas gagner des nouveaux fans. Des nouveaux fans qui vont éventuellement suivre tes réseaux sociaux. Puis quand l'opportunité va leur être offerte, ben, ils vont sauter sur un spectacle ou une opportunité de te voir sur scène un peu plus long. Parfait, ça. Puis ta façon d'écrire, c'est ça, mettons, tu te fais. Parce que quand tu vas dans un bar, c'est à peu près 12 minutes, c'est ça? En fait, j'ai eu la chance, moi, très tôt, d'avoir beaucoup de temps de scène. OK. Donc, désolé. D'avoir beaucoup de temps de scène, c'est difficile de dire le nombre de minutes, mais j'ai pas fait beaucoup de 5-7 minutes. OK, des d'open mic. Ouais, c'est ça. Rapidement, j'ai été capable de me déplacer dans les spectacles en région où est-ce que j'avais davantage un 10, 12, 15 minutes. J'ai headliné de façon régulière, rapidement aussi. Donc, ça me permettait de roder tout le matériel que j'avais très, très tôt. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu, avec beaucoup de temps de scène, sortir mon premier 60 minutes très rapidement. Et
Je suppose que je m'en allais avec ça, là. Mais c'était quoi ta question? Ma question, c'était toi, même moi, je t'écoutais vraiment. Ma question, c'est C'est ta façon d'écriture. pour mon temps de scène. Pour mon temps de scène. Non, c'est ta façon d'écriture, admettons. Tu me parlais d'un 12 minutes? Ouais, c'est ça, mais ma question, elles sont tout le temps longues. Là. Est-ce que tu prends, mettons, tu fais des 12 minutes dans des bars ou des... Est-ce que tu prends plusieurs 12 minutes, tu les mets ensemble quand tu fais un 60 minutes? Est-ce que c'est ton genre? Est-ce que c'est... Mais tu fais des liners, fait que ça pourrait se faire quand même bien. Je fais des liners. Je vais t'expliquer ma façon d'écrire. J'aime faire des liners. J'aime travailler avec les procédés humoristiques énormément. Et à partir d'un liner, je vais écrire un deuxième liner sur le même sujet. Ou de mon liner, je m'en vais extrapoler avec une anecdote. OK. Et en mettant tout ça ensemble, ça fait un numéro. Combien de minutes? Ça va dépendre de la vitesse à laquelle je le dis. Ça va dépendre de combien les gens vont rire sur chaque blague. Donc, le nombre de minutes du numéro est variable en fonction de la crowd. D'impondérant, exactement. Okay. Donc, c'est comme ça que je vais venir qu'à bâtir un numéro. Très rarement, je vais écrire un numéro de A jusqu'à Z, puis après ça, le retravailler. Mettre des blagues dedans. OK. Ou plus de blagues, ou que je vais modifier le texte. En fait. Le texte de façon humoristique. Okay. Donc, je vais bâtir plutôt... Je vais partir d'un liner, puis je vais développer à partir de là. OK, ouais. Mais je vais aller chercher des gens, je vais aller chercher des opinions ou des sujets qui, moi, me touchent au travers de ça. OK. Quand je parle de toucher, là, ça peut être juste toucher drôle. Ouais. Pas toucher drôle comme Éric Salvaille, toucher drôle, Chris. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-tu stressant de sortir un 60 minutes si tôt? Parce que ça fait 2 ans? Ça fait un peu plus que 2 ans. Je suis dans ma 3e année. OK, c'est ça. OK, que je fais de l'humour. Oui, ça a été épeurant de sortir un premier 60 minutes très tôt. Par contre, j'avais une demande pour ça. Okay. Les gens me demandaient quand est-ce qu'on peut en voir plus long de toi. Que dans une soirée. Oui. À partir de là, j'avais comme le feu vert pour bâtir quelque chose d'un peu plus long. Donc, étant donné que tout ce que je faisais fonctionnait bien, ben, j'ai attaché tout ce qui fonctionnait bien ensemble, et puis j'en ai fait un premier 60 minutes. Aujourd'hui, il est rendu autour de 75 minutes. Je vais essayer. Je pense pas dépasser 75 minutes. Je pense qu'il faut pas non plus. Parce qu'après 1h15, là, le monde, ils veulent soit l'épicer ou... C'est dur de les garder, genre, d'aplomb, ouais. 1h15. J'aime pas l'entraque. Non, mais c'est plus une affaire, ça, je pense. Je pense que ça casse beaucoup le momentum, l'entraque. Il faudrait quasiment tailler une première partie encore après ton entracte. Au début, j'ai commencé avec 2 premières parties. Quand j'avais un 60 minutes, j'ai commencé avec 2 premières parties. Un peu comme Mike Ward fait, là. Y a-tu 2 premières parties? Ouais, il y a 2 premières parties. Okay. Ben, d'habitude, c'est ça, là. Il y a Preach, puis... Ben là, en ce moment, je pense que c'est Pantelis, puis... Pantelis puis Preach en ce moment. Je pense qu'il a donné la chance à plusieurs humoristes à relève de se faire voir à son propre public. Oui, c'est ça. Je me souviens, Faf a fait quelques à Québec. À Québec, entre autres, à Salbert-Rousseau. Puis il y en a plusieurs autres au fil des années qui ont bénéficié de la générosité de Mike. Mais la première partie, je crois qu'elle va toujours demeurer pour moi. Parce que je trouve que c'est une façon de redonner avec les gens avec qui tu collabores aussi. Mm-hmm. Ben c'est bon pour toi aussi, là, quand tu commences oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ça va chercher aussi des gens qui ne venaient pas pour me voir, mais venaient pour voir la première partie. C'est bon pour le fait que tu donnes à ton public la chance d'avoir quelqu'un de différent. Tu ne vas pas juste voir une personne, tu sais. Exact. Ça, c'est un bonus. Oui, exactement. C'est ça. Non, j'aime beaucoup ça, avoir une première. Maintenant, j'ai juste une première partie parce que sinon, ça fait des shows beaucoup trop longs. Oui, c'est ça. Et j'alterne les personnes qui font ma première partie. Ah, c'est quand même nice, ça. Oui. Puis, justement, on peut parler de première partie. Moi, je trouve ça complètement impressionnant. Tu sais, arrives d'un public, eux autres, là, il
il y a comme 15 minutes, il s'engueulait dans le parking parce qu'il n'y en avait pas, tu sais. Tu ressens ça, ça scène que, admettons, c'est froid quand tu arrives. T'as-tu déjà fait des premières parties? J'ai jamais fait de première partie en salle. OK. J'ai déjà fait des premières parties de deadliner dans les bars, bien entendu. Ouais. Mais je pense pas que c'est considéré comme une première partie à part entière. C'est une première partie de show de bar. Ouais. Est-ce que je trouve que c'est froid? Non, j'ai pas l'impression que c'est froid. J'ai l'impression que c'est comme dans un show corporatif. Où est-ce que tu arrives et c'est les premiers contacts avec les gens. Ouais. Puis je pense que c'est là où est-ce que tu peux te permettre, dans ton propre spectacle à toi, d'arriver avec un côté plus humain au début, au lieu de rentrer tout de suite avec une blague. Ouais, un punch qui est... Ouais. Hein? Parce que c'est ce qu'on veut faire dans les bars. C'est une carte de visite, donc rapidement, on veut puncher, on veut se présenter, on veut donner nos couleurs. Puis, dans un spectacle solo, c'est complètement différent. Tu es là pour 75 minutes, 60-75 minutes, dépendamment de l'artiste. Et là, les gens... Tu as plus de temps pour t'installer. Tu as plus de temps pour connecter avec eux de façon plus humaine au début. Il y a une grande structure aussi là, autour de ça, un 75. Là. Oui. Mais tout ça est intéressant d'évoluer dans un one-man show qui se veut évolutif. C'est le fun de voir que tout bouge. C'est pas facile, par exemple, quand tout bouge, que le spectacle soit tight, parce que... parce qu'il y a des affaires que, mettons, tu dis, ce numéro-là, je vais le mettre dans mon show, mais ce numéro-là, tu l'as testé isolé dans un bar, tu l'as pas testé, mettons, entre deux bits. Exact. Ouais, donc, tout ça est en mouvement, puis c'est intéressant, puis les gens le vivent avec moi. Donc, c'est comme une télé-réalité du stand-up. Okay, ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça dans le passé, je crois, de sortir un premier 60 minutes, puis un 75 minutes rapidement, puis d'évoluer avec ça. Parce qu'il y en a une demande, dans mon cas, pour ce 75 minutes-là. C'est sûr qu'il n'est pas le même prix qu'un spectacle d'une Michel Desrosiers qui est au quart de tour. Tu sais. Ben là, elle fait pas grand-chose en ce moment. Là. Non, mais tu sais, qu'est-ce que je veux... Big Brother, tout ça. Exactement. Puis elle fait une bonne job, so far. J'ai écouté le premier épisode. Je pense qu'elle fait une bonne job. Elle s'est imposée dès le départ. Elle a montré ses couleurs. Puis je pense que ce qui est intéressant que Michel a fait, je sais pas si dépendamment quand va sortir le podcast, mais ce que Michel a fait dès le départ, c'est de dire à tout le monde, faites attention parce que je suis une fille brillante. Faites attention parce que je suis capable de vous sentir. Je pense que c'est une de ses forces, être capable de sentir ce qui se passe sans l'avoir vu ou entendu, ce qui est un atout. Ouais, exactement. Je pense que les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas la niaiser dès le départ. Mais ça va être intéressant d'avoir évolué, comme tous les autres collègues humoristes qui sont en Big Brother. Exact. Puis je pense que je me suis vu éventuellement parce que ça a l'air... aller faire les auditions pour Big Brother, parce que c'est une belle plateforme pour se faire connaître comme personne. C'est payant aussi. J'aime beaucoup les games mentales, j'aime beaucoup les jeux en général. Je suis un gars très compétitif. T'es en forme aussi, fait que t'as toujours été dans la compétition, puis j'ai l'impression, puis ça c'est une autre chose qui est ressortie du dernier podcast, c'est que t'es jamais dans ta zone de confort. On dirait que t'as jamais fait « Ah là, je vais être dans ma zone de confort ». Ou je suis tout le temps dans ma zone de confort. Ouais, ou peut-être ça aussi, là. Mais comme j'ai l'impression... peut-être un côté inconscient là-dedans, de toujours me lancer dans... Non, c'est le goût du risque. C'est l'adrénaline que ça apporte, d'être en danger. Tout ça découle de « je veux me sentir vivant ». Donc, je me sentirais pas vivant si je fais toujours la même chose, si je suis toujours dans la même routine. C'est pas comme ça que le poil va me dresser sur les bras, là. C'est en allant vers quelque chose d'inconnu, quelque chose de périlleux, parce que, tu sais, t'imagines-tu comment c'est périlleux d'aller à la télévision et se faire filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ouais, c'est quelque chose. Quand à chaque jour, t'es dans ton miroir, t'essayes de te peigner, puis OK, j'aime pas mes cheveux comme ça, puis je vais les replacer comme ça, parce que d'un coup, qu'on verrait mon bout de tête qui manque des cheveux. Là, les caméras, ils sont partout sur toi, les micros sont là, peu importe ce que tu vas dire. Le nombre de fois que, peu importe l'être humain, a bitché un autre être humain à son insu, tu peux pas faire ça. Ouais, c'est vrai.
Puis je comparais ça un petit peu à quand, mettons, tous ceux qui sont dans les services publics, quand tu as un uniforme, c'est comme si les caméras, puis les micros étaient sur toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voyais ça un petit peu comme ça. Ah, c'est sharp. Puis, moi, ça m'impressionne, ce show-là. Puis, qu'est-ce que t'en penses du monde qui chiale? Il y a bien trop d'humoristes dans le show. Moi, personnellement, moi, je dis, c'est parce que le domaine de l'humour au Québec est tellement énorme. Le domaine de l'humour est plus fort, d'après moi, que le domaine de la télé. Fait que d'avoir des vedettes de la télé, en plus, qui tournent toutes, tu regardes 3 séries, c'est les 16 mêmes acteurs dans toutes les séries. Là. Ouais. Fait que, tu sais, premièrement, ils pourraient pas être là. Mais comme... Qu'est-ce que tu en penses qu'il y a beaucoup d'humoristes dans un show comme ça, justement? Il y a des raisons à ça. Je pense qu'une des premières raisons, c'est l'argent. Le cachet qui est donné. Ah, il est énorme, là. C'est 7 000 Mais toi, tu considères ça énorme, mais quelqu'un qui a à perdre tout ce qu'il a pu bâtir au fil des années par un commentaire sexiste, raciste, tu sais, quelque chose qui est anodin, mettons, dans une conversation, puis même pas intentionné, peut sortir hors contexte puis détruire crédibilité, carrière, fanbase, un claquement de doigts. Un claquement de doigts. Ah ouais. Donc, l'année passée, je pense qu'on a entendu, c'était autour de 7 000 $ par semaine, le cachet. 000, Je ne sais pas si cette année, ça a été augmenté. Ça se peut. Ouais. Mais réfléchis, si tu fais 1 semaine ou 2 semaines, un 7 à 14 000 $ pour détruire ta carrière, ça peut être peu cher à payer. Je comprends. Donc, et je vais name-dropper Marie-Chantal Toupin. Ouais, je ne suis pas certain qu'elle est sortie de cette aventure-là avec plus de dollars dans ses poches à court, moyen ou long terme. Oui, c'est vrai. Parce que là, à mon avis. Parce que là, elle a complètement tout détruit. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que oui, on a 6 humoristes sur le show présentement, mais quand tu regardes leur démarche artistique, ils n'ont pas simplement fait de l'humour dans l'ensemble. Ils ont fait d'autres choses que juste de l'humour. Oui, surtout Martin Vachon, qui est acteur-animateur. Acteur, animateur. Guylaine Gay. Puis on oublie que les humoristes, souvent, vont aller faire du casting. Ils vont aller faire, de la figuration. Ils vont aller faire de la publicité. Il y a comment je pourrais dire ça? Cette habilité-là à pouvoir faire rire les gens peut être exploitée dans plusieurs autres médiums. Ouais. Non, juste au cas que ça plante, on l'a dit. On est correct. C'est juste pour ça. On peut expliquer à tes auditeurs que la dernière fois... Oui, dans le fond, je ne sais même pas si je l'ai expliqué dans le dernier, mais la dernière fois... Oui, tu l'as expliqué. OK, ouais. Oui. Mais quelqu'un qui écoute juste... Oui, juste là, mais plus en détail, c'est que la dernière fois, j'avais mon Mac, je pense. Non, j'avais lui, mais... On venait de finir 8 heures d'entrevue. Ouais, c'est ça. Puis on a réalisé que tu avais gardé juste les 30 premières minutes. Les 50, oui. C'est ça. Premières minutes. Écoute, j'étais pas content. Là. Puis ça m'a vraiment... Puis moi, je suis quelqu'un de même. Là, si ça plante, mais comme ça a vraiment planté sérieux ce jour-là. Tu sais, une caméra ou un micro, puis comme je suis capable de le récupérer à quelque part, c'est correct. Mais là, ça a planté solide. Là. Puis pour ceux qui connaissent Mathieu, c'est une personne qui est très perfectionniste, qui est très à son affaire. Puis là... On se connaissait pas, sa première rencontre qu'on est ensemble, puis ses affaires commencent à bugger, puis je réalise toute l'importance pour toi que ça a aussi de performer dans le travail que tu fais. Ouais, exact. Et on s'est donné une deuxième chance, on a dit on va se donner une deuxième entrevue. De toute façon, les deux, on a aimé beaucoup de jaser. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on se ressemble beaucoup sur plusieurs points, même si on a 2 décennies qui nous séparent. Exact. Mais c'est ça. Fait que là, tout avait planté. J'ai essayé d'aller récupérer quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment le disque dur qui avait complètement planté. Oui. Mais heureusement que je l'ai enregistré sur le bon format. Fait que mon ordi était capable de me redonner un 50 minutes de stock qui était vraiment bon. Oui. Fait que, je l'ai utilisé. Mais comme ça a été une des raisons aussi que je voulais plus rien poster, j'étais fâché contre mon ordi. J'étais là, ça me tente plus de rien faire en ce moment. Genre, faut vraiment que je passe par-dessus ça parce que ça m'a vraiment fait chier. Là.
c'est vraiment de quoi que j'ai de la misère. Là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez un podcast avec un kit à 5000 $. Ça devrait plus panter. Oui, mon père est le commanditaire de, OK, de bon, tout ce tu veux projet, saluer là. ton père, c'est fait. Ouais. Fait quoi, tu parlais de la longueur des podcasts tantôt, puis ça m'a intéressé. Oui. La mode, au début, tu sais, puis notre référence, c'est Sans fil podcast. On a Thomas Levac, on a Couple ouvert, on a Sous-écoute. Je sais pas pourquoi j'ai pas nommé en premier. Là. C'est correct. Puis, tu sais, on a Entre deux lèvres. On a plein de podcasts au Québec, puis ils sont tous 2 heures de temps. Puis c'est une mode. Mais le monde, tu sais, comme moi, je suis un fan de podcasts. Moi, quand je travaille tout seul. Fait que je pars un podcast au début de mon chiffre, puis il roule tout le long. Fait que j'écoute 8 heures de podcast par jour. Ouais. Ça paraît... C'est beaucoup de podcasts. Puis, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette patience-là d'écouter du monde parler puis qui est intéressé non plus. Est-ce que tu sais comment ta passion de l'humour est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu qui a dit, qui a fait en sorte que tu as eu le déclic pour un intérêt envers l'humour? J'ai tout le temps aimé l'humour. J'ai tout le temps aimé rire, en fait. Là. Ça a tout le temps fait partie de notre façon de penser. Dans ma famille, on niaise tout le temps, on fait tout le temps ça. Fait que ça part de ça, peut-être comme vraiment plus genre précis. Mais, tu sais, avant 15 ou 16 ans, là, je savais pas c'était quoi. Comme la musique avant 12-13 ans. Avant 12-13 ans, la musique, là, je savais même pas à quoi ça servait dans la vie. Quand j'ai découvert la musique, j'étais comme « Wow, je vais jamais décrocher de ça. » J'ai 43, puis je sais pas encore qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme c'est jusqu'à temps que tu plonges dedans puis que tu comprennes, tu sais. Puis c'est à cet âge-là que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai joué... fait que tu sais, c'est... Puis quand j'ai vu... C'est vraiment quand j'ai découvert Mike Ward Sous-écoute puis que j'ai vu c'était quoi, là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, comprendre comment ça fonctionne avant de consommer des choses, tu sais. Fait que j'écoutais beaucoup les podcasts. Comme là, j'ai fini de toutes les écouter. Ça fait un bout, là. Parce que moi, j'étais abonné au Patreon. Fait que je suis à jour. Tous les Patreons de tous les podcasts? Non, Sous-écoute, admettons, je les ai tous écoutés. Il y a, je pense, qu'il y a 450 ou 500 épisodes. Ton préféré, c'est lequel? Débat-toi. Avec Mathieu Thériault. Tu parles de podcast, genre un podcast en général ou un épisode, mettons, de Sous-écoute? Non. Mais je serais quand même curieux de savoir quel épisode t'a marqué le plus. Mais quel podcast qui gravite autour de l'humour est pour toi... Autour de l'humour, ben c'est sûr que ça va rester Sous-écoute. Parce qu'il a bâti quelque chose de vraiment solide. Puis le monde, quand ils vont là, ils savent à quoi s'attendre. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils s'en vont faire là, tu sais. Est-ce que tu trouves que c'est trop souvent les mêmes invités? Est-ce que tu aimerais ça découvrir des nouvelles personnes ou d'avoir des nouvelles figures sur le panel? C'est sûr, mais je suis pas une bonne référence parce que moi, je regarde les humoristes de la relève. Je sais ce qui s'en vient. Ouais. Je connais les noms. Je vais toujours essayer d'aller voir s'il y a des numéros Instagram, peu importe. J'essaie toujours d'aller voir, de fouiller, de voir qu'est-ce qui s'en va. Fait que je suis comme un peu... Mon opinion est biaisée, mais oui, je comprends que... puis j'ai rien contre eux autres, mais tu sais, Daniel Grenier qui va souvent, Jerry Allen qui au début, il allait souvent, des choses comme ça que c'est tout le temps des bons shows quand ils vont. Mais si son but, mettons, ça serait de faire découvrir des nouveaux humoristes, mais peut-être qu'il pourrait avoir un peu plus de... Quitte à avoir quelqu'un qui va faire planter le show, au pire. Mm-hmm. Si c'est un mauvais show, tu sais... c'est comme Bourgeot quand il est allé. Je pense que c'est Gab Bourgeot. Je connais pas. Je pense qu'il fait plus du stand-up en anglais. OK. Puis ça a vraiment fait un fret, là. Tout le monde a haï ce gars-là. Il s'est fait planter, là. Puis c'était quoi les propos que les gens c'est juste parce que je me souviens plus avec qui, mais il comprenait comme pas trop le deuxième degré quand les gars parlaient. Okay. Fait qu'il pognait comme un peu tout au sérieux. Tout au pied de la lettre. Ah, puis là, il se défendait tout le temps. Puis à la place de juste, tu sais, comme rire puis renchérir sa joke, mais il se défendait tout le temps. Fait que là, ça faisait comme des frettes. Puis là, le monde était comme...
Est-ce que tu penses qu'il avait été invité là un peu comme un dîner de con ou il avait été invité là dans un non, avec des bonnes intentions? Ouais, c'était des bonnes intentions parce que ça a moi, j'ai pas écouté son stock, mais ça a l'air que il est quand même bon en anglais. Fait que, en tout cas, personnellement, j'ai pas l'impression que c'était pour un dîner de con parce que il l'a présenté comme tout le monde, il parlait comme tout le monde. Mike Ward, il n'a pas changé sa façon de parler parce que c'était lui. Puis il n'a pas essayé de planter pendant le podcast. Il était juste comme, ben, voyons, non, mais c'est parce qu'on niaise, là. Il essaie d'expliquer, puis l'autre, t'es en tabarnak. Fait que, il a juste comme pété sa bulle un peu, là, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit ça non plus. OK. Mais... sinon, ton épisode préféré? De Mike Ward sous écoute, c'est... malheureusement, c'est... malheureusement. c'est Julien Lacroix avec Yannick Demartino. OK. C'est encore disponible? Oui, c'est encore disponible. Pas retiré des plateformes. Non. Puis il l'a dit, ça sert à rien. Là, tout le monde l'a vu, de toute façon. Ouais. Fait que, ça serait ça parce que c'est le soir que Yannick Demartino n'a pas été. Il avait été Révélation, juste pour rire. Puis là, il était au Comédia. Puis là, il avait son 1 heure. Puis après le podcast, il allait à son 1 heure, mais il était trop sous du podcast. Mm-hmm. Fait que quand il est arrivé sur la scène, il a tombé. Il n'a pas été capable de faire son show. Arrête. Ouais. Fait que là, Julien Lacroix, lui aussi, était sous. Il a monté sa scène puis il a essayé de sauver la carte. Mais tu sais, comme. Tu sais, c'était pas sa crowd qui était là parce que quand tu gagnes Révélation, ben, le monde font comme il doit être bon, il a gagné Révélation. Fait que t'as du monde qui vont s'essayer sur les billets puis ils vont y aller. Mm-hmm. Puis là, ben finalement, il a juste même pas fait son show. Là. Oui. Fait que. Wow. J'espère qu'un jour ça m'arrivera pas. Ben, je penserais pas, là. Ben, tu sais, Mike Ward. Je sais pas, première fois sous écoute, ça doit être assez impressionnant. Effectivement. Fait que j'imagine que pour te geler la bine un peu, l'alcool, c'est le drink de prédilection. Puis à un moment donné, un premier drink, un deuxième drink, un troisième drink, puis finalement, t'es plus pertinent. Exact. Mais tu croches ta chaise. Exact. Puis, tu sais, Mike Ward, il boit tellement vite, là. Puis, il y en a qui essaient de le suivre, puis c'est ceux-là qui se font. Ouais. Puis, ils disent. Je sais pas si. Je pense que c'est Marilyn Jonca qui a dit Mike Ward, ton podcast, puis quand elle est retournée après, parce qu'elle aussi, elle l'a fait au Comédia. Puis écoute, elle disait qu'elle venait de pisser sur sa main. Puis Mike Ward, il est dédaigneux. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu me dis ça? Puis c'est vraiment drôle, mais elle était vraiment saoule, tu sais. Ouais. Puis elle a dit, faire ton podcast, Mike, c'est comme un viol. Tu te réveilles le lendemain matin, puis tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et tu as l'impression de t'avoir mis dans la merde, puis d'avoir dit plein d'affaires. Fait que tu sais, comme... C'est facile que dans une ambiance comme ça... C'est un couteau à deux tranchants. Hein? Exactement. C'est une grosse plateforme, surtout pour les humoristes de la relève. Ouais. Puis même les humoristes établis, ça demeure quand même une plateforme quand tu as un nouveau spectacle à sortir, quand tu as quelque chose à annoncer. Mais en même temps, sache qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et beaucoup de gens vont analyser ce que tu as à dire. Exactement. Donc, si tu le fais puis tu n'es pas complètement à jeun, mais il est possible que tu te mettes dans l'eau trouble. Exactement. Tu sais, quand on parlait d'objectifs qui de mon côté à moi, je les découvre au fur et à mesure. C'est sûr qu'éventuellement, être invité sur le podcast de sous-écoute, ça n'est un objectif. Ce serait des menteries de dire le contraire. Puis je pense que tu fais très bien dans ce genre de milieu-là. C'est parce que si tu vas à sous-écoute, je me dis toujours j'aimerais ça le faire moi aussi. Mais je me dis j'ai pas assez de vécu pour aller là. J'ai pas rien à dire. J'ai pas assez rien. Faut que tu aies quelque chose à raconter. Ouais, faut que tu aies un objectif. Exactement. Faut que tu aies sur ces plateformes-là. Puis là, on parle de sous-écoute, mais ça pourrait être Couple ouvert, ça pourrait être n'importe quel autre podcast au Québec, parce qu'il y en a énormément. Oui, il y en a des bons podcasts. Sous-écoute juste parce que c'est une référence en ce moment. Faut pas que tu ailles là juste avec l'objectif d'être vu et entendu, mais il faut que tu te déplaces avec l'intention d'avoir un propos. C'est quoi le propos que j'ai envie d'avoir? C'est quoi j'ai envie que les gens retiennent à propos de moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de contribuer au succès du podcast? Parce que c'est pas juste à propos de l'invité, mais c'est à propos de l'ambiance et du résultat final. Exact, oui, c'est vrai. Puis ça, c'est important. Puis même dans une équipe de sport, puis tu es un gars de sport, tu vas comprendre. Si tu comprends bien c'est quoi tes capacités, tes habiletés, puis où est-ce que tu peux mettre ton grain de sel, c'est favorable. Mais si tu essaies de mettre ton grain de sel à toutes les sauces, et c'est pas
le temps, c'est contre-productif. Exactement. Donc, il faut que tu saches quand c'est le temps pour toi de rentrer dans mêlée, puis quand c'est le temps pour toi de te retenir, fermer ta gueule. Oui, exactement. Puis c'est dur des fois à faire ça. C'est difficile. Parce que des fois, le monde te l'offre, puis c'est juste même pas le moment. Il te l'offre parce que, admettons, ça marche tes affaires, puis... mais c'est pas le moment en ce moment d'aller, admettons, à ce genre de choses-là. Tu sais oui, non, oui, je sais, j'ai l'impression que c'est toujours le bon moment dans la mesure que tu prends la place qui te revient. OK, ouais. Que tu prends pas plus de place que tu devrais prendre en fonction du spectacle qui est présenté. Parce que c'est ça que c'est un spectacle. Que ça soit c'est toujours un spectacle. C'est exactement. C'est ce que tu vends. Ouais. Tu fais un spectacle. Ouais. Soit pertinent, soit drôle, soit toi, puis toi quand c'est le temps d'être toi. Ouais. Le reste du temps, ferme ta gueule, écoute, puis enjoy, tu sais, parce exact. que une chose que j'ai découvert, surtout dans ma dernière année, parce que j'ai été très, très, très présent, j'ai travaillé beaucoup, j'ai réalisé combien il y a de talent en humour au Québec. C'est fou raide. Puis je le dis en toute humilité, mes choses vont bien, mais il y a beaucoup de monde que les choses vont bien aussi. Puis c'est correct. C'est correct. Tu sais, au début, quand on commence, on regarde les autres, on se compare, on veut voir où est-ce qu'on se positionne sur l'échelle de l'humour de la relève au Québec. Ouais. Mais je pense que c'est un réflexe qui est naturel au début. Mais je pense pas que c'est bon de continuer à faire ça parce que tu réalises que juste 365 jours dans une année, que juste 24 heures dans une journée. Puis là-dessus, il y en a 12 que tu vas être réveillé, là. Oui, exactement. Ou il y en a 18, peut-être là. 4 à 6, tu vas être sous si tu vas à sous-écoute. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps qui t'est alloué pour produire, pour vivre, pour expérimenter, si tu en passes la moitié à te comparer et à regarder ce que les autres font, ça t'empêche d'avancer à un rythme pour te développer plus rapidement. Exact. Ouais. Donc, ça, j'ai appris ça. Arrête de te comparer. Fais ce que toi t'aimes. Sois qui t'es. Et les gens qui aiment ce que tu fais vont te suivre. Et s'il n'y a pas suffisamment de monde qui te suivent, ben je pense que le produit que tu as à offrir doit être peaufiné, doit être travaillé ou doit être changé complètement. Oui. Puis est-ce que tu as appris ça tôt, justement, de te suivre toi-même, puis de juste, comme, peut-être qu'en ce moment, c'est pas ce que, la demande n'est pas là, mais moi, c'est ce que j'aime faire, puis je pense que c'est drôle, tu sais. Parce que faut que tu sois un peu... En fait, faut être naïf au début. On n'a pas le choix d'être naïf, là, je pense, là, en humour pour commencer. Tu sais, faut que tu sois naïf, dire ben là, je vais monter sur scène, là, puis je pense bien que ça va rire, là. Je pense que c'est relatif pour chaque personne. Des gens qui ont confiance en eux, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Puis là-dedans, il y en a qui n'ont pas la bonne perception de ce qu'ils sont capables de produire. Fait que ça, c'est un autre problème. Mais tout le monde va aborder ça d'une façon différente. Mais j'ai arrêté de vouloir être... de faire tout ce que tout le monde fait parce que, un, il n'y a pas assez de temps dans une journée. Exact. Puis deux, ça t'empêche toi-même de produire tes propres affaires qui, éventuellement, vont te propulser. Exact. Fait que la production de contenu, que ce soit d'une façon ou d'une autre, d'une plateforme à une autre, est importante pour te développer. Donc, mais je regarde tout ce que mes collègues, tout ce que les gens dans l'industrie font d'un œil de côté parce que des fois, ça donne des idées ou s'enligner aussi. Mm-hmm. Parce que ça semble être une façon de réussir, de se faire découvrir sur les médias sociaux. Mm-hmm. Mais je ne vire pas fou avec ça. Je ne vire pas fou parce que je suis à l'aise avec ce que je fais. Je suis à l'aise avec ce que je fais et je réalise qu'il y a du potentiel. J'ai une forme de succès. Donc, je m'en vais dans cette direction-là. Je suis à l'écoute de tous les conseils des gens du milieu pour m'améliorer, pour modifier certaines choses, pour évoluer, pour être à ton meilleur, en fait. Pour être capable d'avoir le plus de succès possible. Mm-hmm. Hein? Parce que même d'une performance à une autre, tu vas être différent. Ouais. Tu sais, le Steven Bilodeau qui a commencé l'humour en 2018, c'est pas le même Steven Bilodeau qu'aujourd'hui sur scène. Mm-hmm. Il y a une évolution qui est faite aussi dans ma démarche artistique, comme moi comme être humain, comme moi dans l'industrie de l'humour. Donc, tout ça, je
Je prends tout ça et j'évolue avec ça. C'est parfait, ça. Tu voulais-tu garder ça court aujourd'hui? Non. Non? OK. J'aime ça, j'ose avec toi. OK, parfait. On se dit ça, mettons, 1h15, puis après, on jase off mic? Oui. OK, parfait. On est à 50 minutes, fait qu'il nous reste en masse de temps encore. C'est fou comment ça passe vite. Ah ouais, ça passe vite. Moi, je le vois tic, là, fait qu'un petit peu, genre, puis si les secondes font tac, 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 ça n'a pas de sens. Là. Oui. Ouais, donc là, je voulais savoir, premièrement, t'as fait combien de temps dans l'armée? Je fais 20 ans. 20 ans. Fait après 20 ans dans l'armée, tu prends ta retraite. C'est la dernière phrase, en fait, qu'on a dit du dernier podcast. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour? Parce que tantôt, on a comme jumpé right on dessus. Puis Ben, au début du podcast, je l'ai vraiment dit, mais de façon peut-être un peu plus expéditive. Mais ce qui m'a dirigé vers l'humour, c'est que toute ma vie, j'ai utilisé l'humour d'affiliation pour soit me sortir de situations difficiles, embarrassantes, ou d'aller chercher des amis, aller chercher des alliés. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est une forme d'humour. Après ça, je savais qu'en quittant le sport, puis en quittant l'armée, il y a des grands besoins qui resteraient à combler. Et une façon de combler ça de façon saine, c'était de faire du spectacle. Ça a toujours été un intérêt pour moi. Donc, il était évident pour moi que je m'en allais essayer l'humour une fois que j'avais sécurisé, que je m'étais sécurisé financièrement dans la vie. Je m'en allais essayer l'humour parce que je ne savais pas si... Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que le monstre était. Ben, surtout qu'à l'époque, on va dire il y a 22 ans, c'était pas partout la même industrie qu'aujourd'hui. Tu pouvais pas... Tu sais, puis Michael l'a dit souvent, il dit, fallait que, mettons, tu sortais de l'école, tu faisais la tournée de l'école, puis là, s'il t'aimait, ben, il te bookait sur un gala juste pour rire. Puis si tu scorais, t'avais ton one-man show dans 2 ans, tu sais. C'était pas comme aujourd'hui où tu peux justement te bâtir toi-même, puis t'as pas besoin de... Puis, principalement, la clé de ça, c'est le web. Exactement. Le web n'existait pas avant. Tu voulais vendre un spectacle, tu achetais une page dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal, puis tu annonçais ton spectacle. Tu allais faire la tournée des stations de radio. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, de la radio web en plus. Ouais. Donc, toutes ces nouvelles plateformes-là, accessibles, disponibles, avec le temps, tu sais, tu m'as demandé tantôt, est-ce que tu veux qu'on arrête ou on continue? On continue. Pourquoi? Bien parce qu'il y a pas... Ça n'implique pas aucun coût supplémentaire. Non, c'est ça. C'est juste, ça implique juste que les gens veulent continuer à communiquer. Puis après ça, c'est mis sur des plateformes qui sont disponibles gratuitement ou avec un coût, si tu t'en vas avec un patron de ce monde. Peut-être un jour, mais pas là. Je fais vraiment ça parce que j'aime ça. Là. Oui. Puis je crois qu'avant de commencer à demander de l'argent, il faut que tu prouves aux gens que tu as un produit qui est achetable. Oui, c'est ça. Parce que si tu essaies de vendre quelque chose, puis c'est un peu le principe du Costco, goûte-y, puis après ça, moi, te le vendre. Ouais, tu vas être vendu. Fait que quand tu utilises ce principe-là, puis j'ai été surpris quand je suis arrivé dans le monde de l'humour que la plupart des open mic, tu jouais pas gratuitement, tu jouais pour de l'argent. Ouais. Donc, ils te donnaient de l'argent systématiquement. Là, j'ai compris que ça venait de commandites, ça venait de OK, c'est pas nécessairement, mettons, parce que un open mic, souvent, c'est gratuit rentrer ou je pense que c'est 5$. Oui, parce que souvent, dans l'industrie, ils vont dire que si tu charges un minimum au client, le client va se déplacer pour ce pourquoi il a payé. Mm-hmm. Mais si tu lui fais pas, si tu fais pas payer, tu vas te retrouver avec du monde qui avec veulent des pas, cabochons. qui veulent pas nécessairement être là pour le spectacle justement, d'humour. Ouais. Mais qui vont être là simplement pour enjoyer, être dans le bar. C'est correct aussi. Fait que c'est un peu la façon dont ils ont trouvé d'avoir le maximum de gens qui sont favorables et disposés à avoir du stand-up, à mon avis. Ouais, ben moi je pense que c'est une bonne solution. Tu sais, c'est pas nécessairement le 5$ ou 10$ ou 15$. C'est vraiment juste de mettre un prix sur quelque chose pour que la personne qui fait ben moi, ça m'intéresse pas plus que ça. 5$, je vais aller m'acheter une bière à un autre bar. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est bon parce que
Sinon, là, tabarnak, on va se retrouver avec des jungles, là. Ça n'a pas de sens. Là. Oui. J'ai entendu des anecdotes qu'ils éteignaient même pas les télés d'un bar quand il y avait un show d'humour. Mm-hmm. Oui, il y a une façon de mettre le bar dans le meilleur des contextes pour être favorable à l'humour. Juste tamiser les lumières. Il y a des places qui ne le font pas. Tamise tes lumières, tu vas donner une forme d'inhibition à tes clients. Puis là, ça va rire davantage parce que les gens ne seront pas gênés d'avoir été pointés du doigt à rire à une blague de gros seins. Exactement. Ou une blague qui est de... Mais je dirais pas ça parce que j'en fais pas, là, des blagues de pédophiles. Ouais. Donc... une blague de pédophile, c'est bon quand c'est fait dans le but de rire puis que la joke est bien écrite. Une joke de pédophile pour faire une joke de pédophile, juste pour choquer pour choquer, souvent, là, c'est là que tu te plantes. Il n'y a pas de démarche en arrière de ça. Ben, c'est mon avis. Là. Je suis d'accord avec toi, puis là, je vais te dire ma position. Moi, j'en ferai jamais. Parce que c'est pas quelque chose qui me fait rire. Okay. Donc ça ne serait pas un choix pour moi de faire une joke de pédophile, même si l'angle est correct, la position artistique est correcte face à... je pense que c'est le sujet dans ma vie que je ne toucherai jamais. Okay. Je vais laisser ça aux autres personnes. Jamais, je pense, que je vais trouver ça drôle d'une façon ou d'une autre, malgré que je peux trouver qu'un gag... Ouais, si le gag est bon. Le gag est bon, je vais dire le gag est bon, mais... Moi, j'en tirerais pas un plaisir de faire un gag sur ce sujet-là. Fait que si tu vas à Mike Ward, il va falloir que tu sois sous. Non. Je suis capable d'apprécier Je suis capable d'apprécier le travail en arrière du gag, mais c'est pas quelque chose... Parce que moi, je vais faire des blagues sur ce que moi, je trouve drôle. Ouais. Donc, si moi, je trouve pas ça drôle, je ferai pas de blague là-dessus, mais je suis pas un anti-blague de pédophile dans un contexte humoristique. Là, on va dire ça comme ça. Là. Mais c'est pas un sujet... que je vais toucher dans mon écriture humoristique du tout. OK, parfait, ça. Non, c'est sharp. Parce qu'il y a du monde qui vont faire comme « Ah non, mais ça, Mike Ward, il le fait. Si, il vend des billets, je vais faire ça moi aussi. Oui, il y en a qui aiment mieux copier que de créer leur propre matériel humoristique qui leur fait plaisir à eux. Exactement. Mais je pense que chaque humoriste a sa propre démarche. Et de plus en plus, on dirait plus que l'humour est populaire au Québec, l'humour de la relève, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'humoristes qui s'inspirent de ce qui est fait aux États-Unis ou en Europe. Ouais. Et qui les tweak ça, puis qui amènent... parce que des fois, sans nécessairement être certain, des fois tu te dis, ça ressemble à ce que j'ai déjà écouté. Le genre d'angle ou le genre de rythme qu'ils utilisent. Ou de la façon dont le sujet est... Parce que là, avec le web, maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, du matériel, tu es capable d'en écouter aux quatre coins de la planète. Exactement. Tu as juste besoin d'un calepin et une plume. Là. Donc, il faut faire attention. Des fois ce qu'on pense que les autres ne verront pas, des fois, c'est un peu obvious. Ouais, c'est ça. Mais surtout quelqu'un qui écoute beaucoup de l'humour. Mettons, moi, je les vois, ces affaires-là. Puis, au début, Jer, ce qu'il faisait, il y avait beaucoup... quand Mike Ward, il escalade dans son explication, puis comme... Voyons, Westy, nanana. Puis, je le voyais beaucoup dans Jer. Mais là, il s'est détaché de ça. Mais c'est normal parce que il l'écoutait beaucoup, puis c'était son exemple, puis il le trouvait vraiment drôle. Puis, comme je connais pas toutes les raisons derrière de ça, mais je le voyais beaucoup dans ce qu'il faisait. T'sais. À travailler avec certaines personnes, je pense des fois, tu développes l'oreille. Le travail d'un autre peut teinter ton travail. Des fois, quand j'écoute Christopher Dupéré, je peux entendre des fois Phil Roy. OK. Pas dans la blague, dans la blague comme telle, dans l'intonation ou dans le delivery, il peut avoir certaines ressemblances. Puis maintenant, il fait ses premières parties. Donc, des fois, nous, on le sait parce qu'on est dans le milieu, mais tu es capable de voir que, tabarnouche, moi, je suis pas dans le milieu, là, je suis adepte. Là, Je pense que tu es plus connaissant du milieu que moi, personnellement, qui n'a jamais... été un geek de l'humour. Ouais, mais c'est juste parce que j'en écoute vraiment beaucoup, là, mais comme...
toi, tu as une technique en ça. Moi, j'ai pas de technique, rien. Là, j'ai juste vraiment comme une bonne oreille, puis je suis capable de reconnaître ces choses-là, puis j'écoute beaucoup de podcasts. Mais moi, j'ai pas de mémoire. OK. Avec mon syndrome post-traumatique. OK. Ma mémoire est pas bonne. OK? Elle est pas bonne du tout. Donc, il est possible que des fois, je dise « Ah, tabarnouche, je me semble que ça sonne quelque chose, puis ça sonne pas personne parce que je m'en souviens pas. OK, Mais ouais. des fois de travailler, de collaborer avec certaines personnes va t'amener à apprendre des mimiques, des tics ou un genre de delivery qui peut sonner la même chose que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est juste humain, mais ça venait pas enchérir mon propos que certains humoristes de la relève s'inspirent beaucoup de matériel américain en pensant que au Québec, on n'écoute pas on n'écoute pas la télé américaine ou les produits américains ou les produits européens et que c'est pas le même genre d'approche. Ouais, de démarche artistique qui est présentée, mais sous une forme différente. Ouais. Anyways, on parlait d'objectifs tantôt dans le monde de l'humour et j'ai réalisé à quel point c'était difficile de vendre des billets, surtout quand tu n'es pas connu. Ça, c'est une des choses que j'ai réalisées. Et j'ai réalisé que ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'être sur scène. Okay? Puis de raconter mes blagues à moi. Donc, je pense un des objectifs que je vais avoir dans la vie, c'est d'essayer de trouver une façon que j'ai pas à me battre à vendre des billets. OK. Donc, c'est sûrement quelque chose qui va faire... ça va être un objectif pour moi de trouver une façon de me trouver des alliés pour m'aider à ce travail-là qui, pour moi, est beaucoup moins satisfaisant et qui prend énormément de temps. Ah oui, puis c'est une business. Là. C'est une business. C'est ça, tu te vends, puis ça va être de trouver aussi le sweet spot entre combien de représentations je peux faire dans une année. C'est très important. À combien de personnes. Oui. Pour pas un, t'essouffler, pour pas deux, essouffler ton public, puis pour pas trois, avoir des salles à moitié pleines, tu sais. Une salle à moitié pleine, je vois pas ça comme si négatif parce que l'humour fonctionne avec l'offre et la demande. Mm-hmm. Quand tu réalises toute l'offre qu'il y a sur le marché, tu te dis, à un moment donné, je peux pas toujours être sold out. Oui, c'est vrai. Mais tu es capable de choisir des salles en fonction de ta capacité à la remplir. Exactement. De savoir ton nombre de personnes que tu peux approcher d'une façon récurrente. Tu sais, Puis moi, personnellement, j'aimerais mieux jouer 4 représentations dans une salle de 100 personnes que jouer dans une salle de 350. Ouais. Ça c'est moi personnellement. Parce que je m'en vais sur scène, faire le travail, faire ce que j'aime 4 fois plutôt qu'une. Oui, c'est vrai. C'est sûr que faudrait faire la différence entre le travail qui est fait dans un bar et le travail qui est fait dans une salle de spectacle ou dans un bar, mais dans une formule spectacle. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être sur scène. Donc, si je suis capable, dans le futur, d'éliminer tout ce travail-là de gérance, de production, de vente de billets, de promo, ben je m'en porterais mieux parce que présentement, je fais pratiquement tout seul. Des fois, j'engage la compagnie, l'agence de spectacle Cocktail et Talons Hauts. Okay. Je travaille aussi en collaboration récemment avec The Event, qui est Éric Bayard du Poutine Bar, parce que j'ai une date en supplémentaire au Poutine Bar. J'ai fait mon one-man show là-bas. Okay. Ça a bien été. Donc, on a eu une date une supplémentaire qui est le 7 avril 2022. C'est sûr que le podcast va être sorti. Donc, je vais être au Poutine Bar. Sinon, c'est tout le temps de plugger mes dates. Je pourrais vas-y. 1er avril, je vais être à la salle Desjardins de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Donc, c'est un spectacle. C'est l'heure de la retraite a sonné, qui est mon one-man show évolutif. Et tous les profits vont aller à la Maison des jeunes de Papineauville. OK. Oh, wow. Parfait, ça. Sinon, les autres dates, je m'en vais à Yellowknife le 28 avril. Je m'en vais présenter. Oui, c'est un bout. Je m'en vais présenter à la communauté francophone là-bas. OK. Mon spectacle. Est-ce que c'est capté? Non, je pense pas que ça va être capté. Je pense pas que ça va être capté. Ça serait bon, ça serait le fun.
Mais d'habitude, quand j'ai la chance de faire une captation vidéo sur un one-man show, je le fais parce que, étant donné que c'est un one-man show évolutif, j'ai toujours envie de revoir où j'ai positionné les numéros, puis comment je peux faire pour l'améliorer davantage. Fait que si ce ne sera pas une captation vidéo professionnelle, ça va être une captation vidéo maison, c'est certain. Ouais. Parce qu'après ça, de toute façon, je vais m'en servir pour essayer de me booker dans d'autres salles de spectacle. Puis est-ce que tu t'en vas faire combien de temps là-bas? Je fais mon 75 minutes. Ton 75 minutes. Avec 2 premières parties, des gens locaux là-bas, des humoristes locaux. Wow. Puis après ça, je fly back. En fait, ça va me permettre de découvrir Yellowknife aussi. C'est une ville que je n'ai pas découvert. Wow. Même dans mon service militaire. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller les découvrir. J'ai envie cet été d'explorer la Côte-Nord. J'ai envie d'aller donner des spectacles sur la Côte-Nord. Okay. L'année passée, j'étais en Abitibi. OK, ouais. Cet été, j'ai envie d'explorer la Côte-Nord. J'ai envie peut-être d'aller voir aussi dans le coin de Hearst, en Ontario. Okay. Alors qu'il y a des grosses communautés francophones. Oui, il y en a. Donc, j'essaie de prendre l'industrie à contre-courant, dans le sens que où est-ce que... Parce que là, l'industrie du spectacle va réouvrir. Tout le monde va représenter leur spectacle dans les plus grandes salles, parce que les plus grandes salles vont avoir faim de spectacle pour leurs clients. Donc, je vais essayer d'aller où est-ce que les grands humoristes ne vont pas. Donc, je vais essayer d'aller tirer mon épingle du jeu, où souvent, ils vont aller en 2e, pas en 3e, pas en 4e. Donc, ça va me permettre à moi de me placer. Parce que quand on n'est pas connu, puis surtout pas connu des bookers, des régions, bien, c'est plus difficile vendre ton spectacle ou de placer ton spectacle dans une programmation. Oui, exactement. Tu vas passer après les Juste pour rire de ce monde, bien entendu. Exactement, c'est sûr. Mais il y a toujours un travail. Il y a toujours un travail qui est possible d'être fait pour justement vendre le produit. Et puis la captation vidéo, ben, c'est un incontournable pour présenter ce que tu fais. Puis justement, tu m'as dit qu'il y avait en Ontario, à Hearst, il y a beaucoup de francophones, mais curieusement, j'étais allé plusieurs fois à Windsor. Puis il y en a une communauté française. Là. Oui. C'est 6 heures de route, là, mais... c'est juste... Puis c'est un défi d'aller vers les communautés francophones au Canada parce que des fois, les références culturelles sont un peu différentes. Ça, puis le domaine de l'humour au Canada anglais est pas pantoute la même chose. Pas pantoute. Mais je fais du stand-up en anglais, donc je suis au courant des courants de l'humour au Canada anglais. Okay. Puis je commence à écouter des humoristes américains. Donc, je vois les différentes influences puis les intérêts, les sujets, en fait, d'intérêt dans les différences culturelles. Fait que je sais quand je vais aller à Yellowknife, ce ne sera pas le même genre de référence. Ça ne sera pas le même genre de compréhension, mettons, à la mécanique humoristique du Québec. Oui, exact, parce qu'ils savent pas qu'ils savent pas, mais c'est complètement différent. C'est vraiment une religion au Québec, l'humour. Et cette chanson-là, les Québécois la connaissent. Ouais. Puis des fois, au Canada, mettons la grande francophonie, c'est pas la même chanson. Donc, il faut que tu trouves une façon d'aller à leur rencontre avec leur mettons, leur ritournelle à eux autres. Ouais, c'est ça, et leurs références. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de s'adapter. Puis tes références, tu vas les prendre où? Tu as tes contacts là-bas? C'est parce que... J'ai 2 amis, en fait, qui résident à Yellowknife. C'est un petit peu ce qui a fait en sorte que j'ai pu avoir un point de contact au sol à Yellowknife. Donc, je vais aller valider des références, je vais aller valider un peu les intérêts sur des sujets X, Y, Z, et je vais arriver avec un spectacle adapté pour la communauté. Puis une des choses qu'on m'a mis en garde, quand j'ai parlé aux gens qui vont m'aider à produire le spectacle, c'est « va-t'en pas là-bas » avec le désir de parler de réconciliation. C'est pas quelque chose qu'ils veulent entendre parler du tout. De réconciliation. Réconciliation entre les peuples autochtones ou Inuits. Parce que j'imagine que dans le Nord, comme ça, il doit y avoir des Inuits aussi. En fait, je parle au travers de mon chapeau, mais ce qu'on m'a demandé, c'est de me tenir loin
de ces sujets-là de réconciliation. OK. C'était pas quelque chose d'intérêt pour eux autres. Les autres faisaient juste prendre en C'était pas positif Ouais. qu'un humoriste parle de ça, je pense. OK, je comprends. Si je me limite à ça, là, ça ressemble pas mal à ça. Pour finir, t'as-tu d'autres dates? Sinon, tous les shows, Au Troquet. C'est encore tous là. les autres spectacles ont été annulés, grosso modo, Ouais. là, ou sinon c'est mis sur la glace parce qu'on va être une gang à être rebookée Ouais, par après. Là. par après que le gouvernement ait sorti le nouveau plan de relance économique. Ouais, là. ben là, Arruda est parti, fait qu'il devrait y avoir des choses qui changent. Là. Je sais pas. Moi, je pense que Je oui. sais pas. Je pense que Dr Arruda était un fonctionnaire comme un autre. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'il a dit des choses contre ses convictions. Peu importe, j'aime pas parler de ça. Moi, là. Quelqu'un qui parle de ça, là, je quitte la pièce. Moi, je pense que j'ai une chose à dire là-dessus. Quand un journaliste pose une question à Dr Arruda, et Dr Arruda, son premier réflexe, c'est de regarder le premier ministre, à savoir qui va répondre, comment ça va répondre. Ça te donne une grande idée Ouais, qui gère le contenu exactement. de ce qui est présenté aux Québécois. C'est ça pourquoi je dis qu'Arruda, il parlait peut-être pas du fond de son cœur quand il parlait. T'sais. Il disait peut-être pas tout ce que lui aurait fait. Et c'est ça. Pour le mieux, pour le pire, je pense que l'avenir va nous le dire, Ouais, c'est incluant la pandémie. Mais il y a moyen de faire des belles choses en pandémie. C'est une des belles choses que je fais aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre de toi, Mathieu. Yes. Merci de me donner la chance de me faire découvrir. Yes, ben merci à toi. Comme je dis, le temps, c'est l'affaire la plus généreuse qu'on peut donner à quelqu'un. Puis tu m'en donnes énormément. Puis j'adore ça. T'es un homme extraordinaire, mon homme. Ben toi aussi. Merci beaucoup. Merci.